Alors pour débuter cette journée ensemble, je vous propose de découvrir un rapport paru en mai 2022, intitulé « Soutenabilité, orchestrer la soutenabilité, idée d'un continuum démocratique, construire des politiques publiques ». Je vous demande d'accueillir Johanna Baratz, qui est chef de projet Action publique, société et participation à France Stratégie. Elle va nous présenter ce rapport dont elle est co-auteure. Bonjour madame. Merci de votre présentation. Bonjour et merci beaucoup. Merci pour cette invitation à participer à votre journée particulière à l'occasion de ces multiples anniversaires, si j'ai bien compris, de l'association, des 20 ans des premiers conseils de développement, des 50 ans des Césaires, et de nous donner l'occasion de vous présenter quelques réflexions issues d'un rapport de France Stratégie. Alors France Stratégie, j'imagine que vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais c'est l'organisme d'études placé auprès du Premier ministre. Donc ce rapport, paru en mai 2022, consacré aux soutenabilités, et qui, vous allez le voir, entretient quelques rapports assez proches avec l'objet de votre journée aujourd'hui. S'accorder pour mieux composer ensemble un futur démocratique, si j'ose dire, vaste programme. Programme vital même, si on en croit à la fois l'actualité internationale. Les résultats de demain aux États-Unis seront de ce point de vue intéressants. Ce qui vient de se passer en Italie, en Hongrie, au Brésil, évidemment, nous interpelle tous, mais aussi notre propre actualité démocratique, qui nous inquiète parfois à juste titre. Et on est tous conscients aujourd'hui que notre futur et notre futur commun n'apparaît plus aussi certainement et sûrement démocratique qu'il le pouvait il y a encore quelques décennies, quand certains croyaient, notamment après la chute du mur, que l'histoire était terminée. Vaste programme aussi parce que cette question de notre futur démocratique, elle se pose dans un contexte très particulier, un contexte à proprement parler inouï, où nous sommes collectivement, à la fois nationalement mais aussi à bien plus grande échelle, confrontés à des défis à proprement parler vitaux. Et la question qui nous est posée face à l'une des interrogations sur l'habilité même de la planète, c'est comment intégrer les questions démocratiques dans ces enjeux. Et on peut même retourner d'une certaine manière la question, est-ce qu'on peut imaginer un futur, l'existence même d'un futur qui soit autre chose que démocratique ? Et c'est autour de cette conviction et de ces interrogations que France Stratégie a commencé il y a un peu plus de 2 ans maintenant, presque 3, à engager cette réflexion sur les soutenabilités, une réflexion qui s'est inscrite directement dans l'analyse et les réactions que nous avons eues à l'époque à la crise, au mouvement des Gilets jaunes. Pourquoi ce mouvement nous a interpellés à ce point ? Parce que nous avons eu assez immédiatement la conviction que ce qui se jouait là, ce qui se jouait dans ce mouvement, dans cette crise, c'était bien évidemment autre chose qu'une mauvaise compréhension d'une politique en place, d'un problème de pédagogie, mais que c'était aussi assez largement autre chose que ce qui avait pu être interprété comme un refus généralisé d'une partie de la population, les plus modestes, des enjeux de la transition. Mais que beaucoup plus profondément, derrière cette crise, il y avait une grande difficulté à appréhender ensemble 3 dimensions intimement liées, inextricablement liées. La dimension environnementale, bien sûr, à laquelle les politiques proposées cherchaient à répondre. La dimension sociale, et c'est bien sûr ça qui s'est joué très largement sur les ronds-points, mais aussi la dimension démocratique. Et le sentiment que ce que cette crise racontait, c'est que sur ces 3 plans, environnemental, social et démocratique, ce qu'on vivait, c'était une crise des limites, une crise de ce que nos sociétés, et nos corps aussi, pouvaient supporter.
Et c'est de là qu'est venue cette réflexion sur les soutenabilités, et que nous avons donc engagé un travail au long cours qui a rassemblé plus de 300 contributeurs, qui s'est déroulé sur encore une fois 2 ans, avec des cycles de réflexion qui ont d'abord posé des concepts de soutenabilité, de limites, qui ont aussi passé au crible de la notion de soutenabilité un certain nombre de politiques publiques sectorielles, et j'y reviendrai, et puis surtout qui ont essayé de faire un certain nombre de propositions sur la manière de construire autrement, de fabriquer autrement de la politique publique. Le rapport que nous avons élaboré, assez classiquement, il se divise en 2 parties, une partie diagnostique et une partie propositionnelle. Et ce qui anime ce diagnostic, je l'ai déjà évoqué, je vais rentrer un peu plus dans les détails, c'est cette idée d'interdépendance des crises. Et ce qu'on a appelé dans le rapport les conflits de soutenabilité. Alors, un conflit de soutenabilité, et je reviendrai sur la notion de soutenabilité tout à l'heure, mais c'est quoi? C'est un conflit, un hiatus, précisément entre des trajectoires insoutenables, entre des enjeux, entre des conflits qu'on peut qualifiés à proprement parler d'incommensurables, c'est-à-dire des conflits qui ne peuvent pas être tranchés ni par le bon sens, ni par un signal pris, mais ce sont des impasses dont on ne peut sortir qu'à la condition d'un débat démocratique profondément posé. Quelques exemples de nature et d'échelle différentes. Le principal de ces conflits de soutenabilité, c'est celui qui se joue évidemment autour de notre modèle de notre développement, de la capacité de continuer de le financer dans un contexte qui est celui des catastrophes environnementales qui accroissent le besoin de protection des populations, mais aussi des nécessités de la transition qui elles-mêmes sont extrêmement demandeuses de financement et qui provoque des inégalités qui également accroissent ces besoins de protection et donc un besoin de croissance qui elle-même, telle qu'elle est conçue aujourd'hui et telle qu'elle est construite aujourd'hui, pose des problèmes majeurs de soutenabilité, à la fois par la consommation des ressources qu'elle implique et par les émissions de GES qu'elle implique également. Autre type de conflit de soutenabilité qu'on a traité dans le rapport, et pour un peu comprendre cette notion, celle qui se joue autour du nucléaire. Et on voit bien aujourd'hui que sur une question comme celle-ci, on peut pas mettre on peut pas trancher encore une fois par une mesure d'ordre financier des conflits entre l'insoutenabilité de la trajectoire climatique auquel le nucléaire, pour certains, apporte une solution potentielle, et les insoutenabilités liées au nucléaire lui-même, des dangers autour des déchets notamment. Plus généralement, ce qu'on a appelé des conflits de soutenabilité, ce sont ces conflits entre les besoins des générations présentes et celles des générations futures. Et la difficulté, c'est que ces conflits, dans notre modèle démocratique et dans notre modèle de développement et dans la manière dont on fabrique des politiques publiques aujourd'hui, on sait mal les traiter. On n'a pas les logiciels qui nous permettent de nous remettre sur les bonnes trajectoires. Et de ce point de vue, il y a, d'un point de vue démocratique, des bonnes et des mauvaises raisons à cette difficulté. Je ne reviens pas et j'insiste pas sur la crise démocratique qui a été évoquée dès cette introduction. Vous la connaissez tous, les problèmes de désaffiliation, les problèmes d'abstention, les problèmes de conflictualité extrêmement forts dans notre société. Cette demande, vous avez évoqué tout à l'heure cette demande de participation, mais la demande de participation et d'engagement de la population aujourd'hui, elle s'effectue très très largement en dehors des institutions, y compris en dehors des institutions de la démocratie participative. Donc cette difficulté à devoir traiter de ces sujets, à devoir s'engager dans les modifications et les bifurcations majeures de trajectoire qui sont les nôtres, dans ce climat de défiance qu'on connaît tous. Les difficultés, mais la conviction aussi qu'on a, c'est que ces difficultés démocratiques, elles ne sont pas conjoncturelles, elles sont liées à des l'organisation structurelle de la démocratie, et notamment du rapport de la démocratie au temps.
Et là, c'est aussi une question qui est souvent mal posée ou posée de manière un petit peu caricaturale, avec cette idée que les élus seraient attirés naturellement par le court terme en raison de leur intérêt à se faire réélire, etc. Alors, c'est pas complètement faux, mais c'est probablement beaucoup plus profond que ça. On est confronté aujourd'hui à un temps démocratique qui est mal articulé à celui des enjeux qui sont les nôtres et qui sont des enjeux de très long terme. Un exemple, une illustration que vous connaissez bien. Les décisions qui doivent être prises aujourd'hui sur ces grands enjeux, et en particulier l'enjeu climatique, non seulement les élus qui les prennent aujourd'hui n'en verront pas les retombées concrètes et positives, mais pire, ils devront s'en justifier alors même que la situation va continuer à se dégrader, et on le sait parfaitement. Et ça, d'un point de vue démocratique et institutionnel, c'est particulièrement difficile à affronter. Et plus profondément encore, nous semble-t-il, il y a une difficulté structurelle à intégrer dans l'exercice démocratique le temps long, la complexité des enjeux et leur interdépendance, ne serait-ce que, et tout l'enjeu peut-être de la démocratie participative est là, ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas d'acteur social, il n'y a pas de représentant légitime de ce que sont les générations futures dont il faut protéger les intérêts. Et dans cet environnement-là, dans cette complexité-là, il y a un risque qui nous paraît majeur, un risque à éviter absolument. C'est ce qu'on a appelé le risque du TINA du climat, de l'idée qu'il n'y aurait pas d'alternative et qu'il y aurait un seul chemin possible pour résoudre ces difficultés, pour s'engager dans ces transitions. Et ce danger-là nous paraît, encore une fois, d'un point de vue démocratique, extrêmement préoccupant, puisqu'il ne serait pas du tout à même d'engager l'adhésion de nos concitoyens. Donc, des conflits majeurs devant nous, qui sont aussi des conflits qui engagent fortement les questions démocratiques, des conflits qui ont besoin d'être traités par un État et par une puissance publique qui est aujourd'hui entravée par son fonctionnement même et par la manière dont elle fabrique et dont elle conçoit et dont elle fabrique et dont elle évalue l'action publique. Les modèles, les métriques, les indicateurs que nous utilisons et qui sont évidemment tous obsolètes, ont été quand même dans une large mesure fabriqués pour d'autres temps, d'autres enjeux que les questionnements vitaux auxquels nous sommes confrontés. Un seul exemple, encore une fois, que vous connaissez forcément et qui vous est familier forcément, le fait que nos procédures budgétaires et de conception de l'action publique soient très axées autour du PIB et même quasi exclusivement autour du PIB, dont on sait qu'il croît, y compris quand la planète se détruit, est un enjeu assez majeur. Ces outils, cette inadaptation des outils de fabrique de l'opinion publique, de fabrique de la politique publique que nous utilisons, on en voit les limites typiquement autour d'une politique comme celle de la lutte contre le dérèglement climatique. Sur le papier, a priori, tout paraît y être. Des engagements internationaux, une demande sociale et politique croissante, une stratégie affichée, quantifiée, datée, des déclinaisons sectorielles, un objectif, encore une fois, que tout le monde entend, celui de la neutralité carbone à l'horizon 2050, et pourtant, on n'y est pas, et on n'y est pas du tout. Pas d'alignement sectoriel, pas d'opposabilité de la SNBC aux politiques qu'on met en œuvre, un suivi qui n'est pas toujours suffisant, et des critiques qui sont évidemment adressées aux trajectoires prises par la France, à la fois par le HCC au niveau international. Et donc ce désalignement des politiques de long terme, cette difficulté à rendre opposables ces engagements de long terme, on ne le connaît pas uniquement sur la question climatique, c'est un marronnier de la fabrique des politiques publiques. On s'est amusé à compter dans le rapport le nombre de plans interministériels actuellement en vigueur. Il y en a plus de 50. Sans compter, évidemment, ni les plans territoriaux, ni les plans purement sectoriels. Il y en a plus de 50, dont les calendriers sont généralement désaxés entre eux, dont l'opposabilité est généralement assez faible, voire nulle, et dont les évaluations sont
parfois réalisées, mais le plus souvent c'est pas le cas. Donc, on ne manque pas d'outils de projection dans le long terme, mais on manque d'un usage raisonné et utile et opposable de ces outils. De la même manière, et là aussi c'est un marronnier, on sait mal aujourd'hui, voire on ne sait pas, dépasser la construction des politiques publiques en silo, qui est un peu la marque de fabrique de nos politiques publiques, alors que les enjeux qui nous sont opposés sont justement des enjeux de la transversalité et qui nécessitent une approche systémique. Un exemple là aussi, à l'heure où un concept qui devient fondamental et dominant aujourd'hui en santé, celui de One Health, donc qui nous oblige à penser à la fois la santé humaine, la santé animale et la santé de la planète dans un même mouvement de réflexion, ne trouve absolument aucune forme de traduction politique dans la manière dont on conçoit les politiques de santé aujourd'hui, éclatées entre différents pans, différents domaines, différents secteurs. Je ne rentre pas dans les détails, mais on a étudier ce type de silotage dans le rapport, où on voit bien comment ces désarticulations se construisent. Et donc, le sentiment et le pari qu'on fait dans ce rapport, c'est que, évidemment, se remettre sur des bonnes trajectoires, c'est d'abord une question politique, c'est d'abord une question de volonté politique, mais c'est aussi une question de méthode. Et c'est aussi une question de méthode, puisque le politique aujourd'hui, au sens large, qui aurait cette volonté de transformer les trajectoires sur lesquelles on est engagé, se retrouverait assez largement désarmé. Et donc on a le sentiment que ce dont on a besoin, c'est précisément d'un nouveau référentiel d'action publique. Un référentiel au sens d'une représentation partagée, d'une carte et de la boussole qui va avec, sur lequel à partir de laquelle, construire des politiques soutenables. Alors, soutenables, j'y reviens un peu et j'y insiste un peu sur ce terme que j'utilise depuis le début. C'est à la fois un terme courant, mais finalement qui reste à expliciter. C'est un terme qu'on a préféré à celui de développement durable, alors malgré le titre de vos conseils, d'abord parce qu'il nous permettait de mettre de côté la question du développement et d'avoir une approche plus large de cette notion de soutenabilité, mais surtout parce que le développement durable aujourd'hui est une notion qui est très largement institutionnalisée au niveau local, au niveau national, au niveau européen, au niveau onusien, et il nous semblait qu'on n'était pas dans ce rapport-là pour en faire la critique et l'analyse des institutions chargées du développement durable, mais plutôt pour essayer d'ouvrir un petit peu le regard. Et alors, qu'est-ce qu'il y a derrière cette notion de soutenabilité ? Il y a trois dimensions qui nous paraissent fondamentales à penser ensemble quand on fabrique des politiques publiques. Il y a évidemment celle de durabilité, et la durabilité, une politique publique durable, c'est une politique non seulement qui s'inscrit dans le temps, qui articule les temporalités du politique, le court terme, le moyen terme et le long terme, mais c'est aussi une politique qui intègre dans sa conception même la notion de limite, et en particulier celle des limites planétaires. Une politique soutenable, c'est aussi une politique systémique qui, elle aussi, dès sa conception, prend en compte les impacts et ses impacts et ses effets, non seulement sur le champ qu'elle est censée couvrir, mais aussi sur l'ensemble des champs, et en particulier environnementaux et sociaux. Et c'est aussi, et c'est peut-être le troisième pilier qui est le plus original à traiter dans le même mouvement, c'est aussi une politique légitime. Et une politique légitime, c'est pas seulement une politique acceptable. Et de ce point de vue, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est un point sur lequel on insiste beaucoup. L'idée, encore une fois, n'est pas celle de rendre acceptable des politiques décidées ailleurs, mais d'être une politique légitime. C'est une politique qui rend compte réellement de ce que sont les préférences de nos concitoyens, qui traduit réellement les préférences collectives, et qui est une politique de souveraineté au sens propre du terme. Et pour ça, on a besoin évidemment de reconstruire ce continuum démocratique que vous évoquiez, et on parle de continuum délibératif, j'y reviendrai. Donc à partir de ce référentiel, de cette volonté de construire ensemble des politiques qui soient à la fois durables, systémiques
est légitime, qu'est-ce qu'on peut construire? Une culture partagée, déjà, une culture partagée qui passe par un de ces vecteurs fondamentaux qui est celui de la formation des agents publics, formation des citoyens, et on peut que se réjouir à ce titre que des plans de formation soient en cours sur les questions climatiques. On pense qu'il faudrait aller encore plus loin. Donc une culture partagée, la capacité aussi de construire un récit partagé qui est ce cadre dans lequel développer des politiques qui peuvent être des politiques différentes, et un récit dans lequel se peuvent s'intégrer des scénarios différents. Je l'ai évoqué tout à l'heure, il faut éviter cette idée qu'il n'y aurait qu'un seul chemin possible. Ce sont aussi des outils, beaucoup plus prosaïquement et pratiquement, des outils rénovés d'administration, notre capacité à mieux intégrer au processus de décision politique et de construction des politiques publiques des instruments qui existent aujourd'hui, mais qu'on sait mal utiliser et qu'on sait mal rendre opérationnels dans la fabrique des politiques publiques. Je pense évidemment aux nouveaux indicateurs de richesse, aux EDD, au budget vert, ce type d'outils qui existe aujourd'hui, mais à côté de la décision et sans grande influence sur les décisions qui sont prises. Mais il nous faut aussi, nous semble-t-il, aller plus loin que la simple rénovation ou réarticulation de ces outils autour d'une nouvelle orchestration de l'action publique basée sur trois piliers qui sont une planification renouvelée, la mise en œuvre d'un continuum démocratique, de continuum délibératif autour de cette planification, et enfin une orchestration de l'action publique au plus haut niveau de l'État et en lien avec les territoires. Alors, la planification, c'est intéressant parce que quand on a commencé à écrire, à réfléchir à ce rapport et à ces travaux, donc il y a près de 3 ans, c'était un terme quasiment interdit. Il y avait 2 mots qu'on n'avait pas le droit de prononcer si on voulait pouvoir faire avancer nos travaux et réunir du monde autour de la table, c'était planification et sobriété. Et donc la planification, elle est évidemment, notamment à la faveur, le terme est mal choisi, mais à l'occasion du Covid, mais également de la lutte contre le changement climatique, revenue à l'ordre du jour. Quand on parle de planification, on parle évidemment plus de cette nostalgie du commissariat au plan, ni de cette crainte du Gosplan qui a pu animer le débat public pendant quelques temps, mais on a ce besoin aujourd'hui de projeter dans le long terme nos trajectoires à la fois environnementales et sociales. Et pour nous, une planification renouvelée, qui ne pourrait pas être le décalque de ce qui avait cours dans la seconde moitié du XXe siècle. C'est une planification qui devrait, d'une part, s'inscrire dans un récit à même d'entraîner l'adhésion des acteurs publics et privés, des citoyens et des acteurs de la société civile, et donc à ce titre être un document politique plus que technocratique, co-construit, et c'est évidemment essentiel, non seulement avec le monde économique, mais aussi avec la société civile, dans un esprit d'engagement et de responsabilité. C'est aussi une planification qui devrait, et ça serait une vraie différence avec ce qui est en cours aujourd'hui, qui devrait être un cadre suffisamment contraignant pour orienter l'élaboration des stratégies sectorielles, et puis qui devrait aussi constituer une référence pour l'élaboration des stratégies territoriales. Une planification, évidemment, qui est opposable, et ça c'est aussi fondamental, et qui vise à la mise en cohérence avec les objectifs visés du budget et des moyens d'action, et une planification, et c'est évidemment le plus important, qu'on imagine au spectre large, pas uniquement environnemental, et encore une fois, et encore moins uniquement climatique, mais organisé, et a priori c'est ce qui est en train de se passer et c'est tant mieux, mais organisé autour des grands domaines transversaux de notre vie collective, se loger, se soigner, s'éduquer, etc. De ce point de vue,
il nous paraît fondamental de rappeler que la planification, qui encore une fois a pu avoir une histoire un peu technocratique parfois, peut et doit surtout être l'occasion d'un renouvellement démocratique profond. Pourquoi est-ce que on pense pouvoir associer cette idée d'approfondissement démocratique et de planification? D'abord parce que l'ambition démocratique de la planification, elle suppose de choisir collectivement des objectifs précis. Elle suppose de se mettre d'accord sur la définition de besoins prioritaires, sur la définition des services essentiels. Elle nécessite aussi de se mettre d'accord sur l'identification d'activités insoutenables au regard de critères de bien-être, d'équilibre social, d'équilibre économique et territorial, donc de ces insoutenabilités qu'il conviendrait de faire décroître. Et c'est donc... l'exercice de planification, c'est aussi un exercice qui nous impose de réfléchir à nos besoins collectifs et individuels, qui nous impose de réfléchir à l'équilibre entre ce qu'on laisse à la main du marché et ce qui doit être d'une manière ou d'une autre régulé. Et donc, c'est à proprement parler un exercice de discussion profond de ce qui est notre contrat social. Et donc derrière la planification de long terme, il y a une réflexion fondamentale sur les voies et les moyens d'élaboration, de recueil et de traduction politique des préférences collectives de nos concitoyens. Et donc c'est à ce titre qu'on pense que cette connexion et ce continuum délibératif peut être construit dans une articulation améliorée entre la participation citoyenne et la délibération institutionnelle et les institutions de la démocratie représentative. Et ça, c'est une des hypothèses fortes de notre rapport, c'est que il serait probablement vain d'imaginer qu'on puisse rénover la démocratie uniquement à travers des instruments de démocratie participative, puisque ce qui pêche, justement, ce ne sont pas tant l'existence des arènes, l'existence des lieux de débat, mais cette capacité à s'articuler, à se brancher dans le circuit de la décision politique. Et pour qu'elle puisse se brancher, il faut des institutions qui sont capables d'entendre cette parole, qui sont capables d'en faire leur miel, qui sont capables de la transformer, qui sont capables de se l'approprier. Et donc ça nécessite des institutions de la démocratie représentative qui sont elles-mêmes renforcées et capables de s'approprier cette volonté politique qui est issue de la démocratie participative. Et donc, à notre sens, pour que ça marche, il y a un certain nombre de conditions fondamentales, encore une fois, au-delà de la multiplication des instances, qui aujourd'hui n'est probablement pas la voie à suivre, mais un certain nombre de conditions d'organisation du débat et de la participation et de la consultation qui nous paraissent fondamentaux. D'abord, l'impératif, et c'est peut-être, s'il y avait une seule condition à retenir, ça serait probablement celle-ci, l'impératif, lorsque l'on consulte, lorsque l'on fait participer, de clarifier les objectifs et les débouchés de cette consultation. On a tous en tête, évidemment, et vous plus que tout autre, l'exemple de la Convention citoyenne pour le climat, dont tout le monde, ou en tout cas l'immense majorité des observateurs, ont reconnu la très grande qualité organisationnelle, la très grande qualité du travail réalisé, l'intérêt pour l'animation du débat public qui a été soulevé et relevé par tous, la montée en compétence des citoyens qui ont participé et au-delà du débat public. Et pour autant, ce goût si ce n'est d'échec, en tout cas de désillusion finale, très clairement, qu'on peut très clairement rapporter à cette promesse de la reprise sans filtre, qui est doublement problématique d'une certaine manière. On peut, et selon comment on regarde le sujet, on peut considérer qu'on
qu'on n'aurait pas dû faire la promesse ou que si on l'avait fait, il fallait la retenir. Mais en tout état de cause, dans cette promesse non tenue, quelque chose s'est joué de la désillusion de ce rapport justement entre démocratie participative et décision politique qu'il faut interroger. Donc clarifier les objectifs et les débouchés, voilà, il peut y avoir de capacité de légitimation par la démocratie participative que s'il y a une volonté politique pour que cette parole soit réellement prise en compte et qu'il y ait un portage politique fort du processus. Autre condition, la nécessité de co-construire les questionnements. Il y a besoin d'un temps dans ces processus participatifs où, au sein du cadrage donné, toutes les options sont bien posées. Troisième condition qui est très liée à la première d'ailleurs, sur celle de la nécessité d'avoir un débouché, c'est l'impératif de penser le déroulement et le calendrier de ces participations de manière articulée avec la décision politique ou l'action administrative d'ailleurs. En évitant notamment, ce qui se fait bien trop souvent, de trancher subrepticement des points importants pendant le temps du débat. Et voilà. Et donc il faut le temps, il faut un temps dédié et un temps garanti dans lequel les conclusions des débats participatifs peuvent être transmises aux décideurs avant, évidemment, que les décisions soient prises. Ça paraît évident, mais c'est une des conditions les moins tenues. Et les moins souvent tenus, et c'est une grosse difficulté. Quelques autres conditions, je vais plus vite là-dessus, mais la nécessité d'éclairer scientifiquement, mais aussi politiquement, les enjeux du débat, les démarches de clarification des controverses qui sont extrêmement importantes à mettre en place. Et j'insiste un peu sur ce point de clarification des controverses. On sait le faire techniquement, on le fait moins souvent, alors que c'est indispensable, et en particulier mais souvent dans les discussions territoriales et locales, on le fait moins souvent politiquement, éthiquement, philosophiquement. La nécessité de mettre à jour la dimension de choix politique et de choix parfois idéologiques derrière les options posées nous paraît assez essentiel. À l'instar, par exemple, de ce que fait l'ADEME dans ces scénarios. Nécessité de bien identifier, bon là je vais vite parce que c'est des choses très connues pour vous, mais nécessité de bien identifier évidemment les parties prenantes et encore une fois la nécessité de penser des différents formats de participation et de consultation comme un continuum de l'amont de la décision politique jusqu'à sa mise en œuvre et jusqu'à, vous l'avez évoqué tout à l'heure en introduction et c'est très important aussi, jusqu'à l'évaluation dont nos concitoyens sont trop souvent exclus. Donc, une planification qui s'appuie sur un continuum démocratique renouvelé et qui va évidemment au-delà de la question de la planification. Et cette conviction, sur laquelle je conclurai très rapidement, cette conviction que tout ça ne se fera pas tout seul, que ces articulations ne peuvent pas, voilà, ont besoin d'être institutionnalisées pour pouvoir fonctionner. Et c'est la proposition qu'on détaille dans le rapport d'un orchestrateur des soutenabilités placé auprès du Premier ministre et qui rassemblerait, évidemment, sans devenir un léviathan administratif, il s'agit de coordonner et non pas d'effectuer l'ensemble de ces missions d'un point de vue opérationnel au même endroit, mais qui rassemblerait des fonctions qui existent toutes dans la fabrique de la politique publique, mais qui sont généralement séparées, au détriment justement de cette culture commune qu'on cherche à défendre. Donc, l'instruction de la planification elle-même, des missions fondamentales, le conseil au gouvernement, mais aussi des éléments de capacité de prospective et d'expertise, la capacité d'animer le débat public, qui sont aujourd'hui des fonctions qui sont, encore une fois, généralement séparées. Voilà un peu les propositions qu'on met sous la table dans le cadre de ce rapport. Pas de baguette magique, beaucoup d'interrogations, beaucoup de questionnements, mais la conviction, encore une fois, que les trajectoires, l'ampleur des bifurcations qu'on doit opérer pour retrouver des trajectoires soutenables nous impose à la fois des évolutions politiques majeures, mais aussi la capacité de s'outiller et de s'armer, jusqu'au niveau administratif et local, pour mettre tout ça en place. Merci beaucoup. Est-ce que vous souhaitez poser quelques questions à ce qui vient de vous être
présenter sur ce rapport. Est-ce qu'il y a... Oui, on va vous apporter un micro. Merci pour cette présentation et ce rapport est tout à fait intéressant à lire. Je suis Philippe Pelletier, je préside le Conseil de développement de la métropole du Grand Paris. Je voudrais non pas poser une question, mais faire une observation. Vous nous avez décrit un processus délibératif qu'on peut sélectionner. Moi, je pense que le processus délibératif, on sait le mettre en œuvre aujourd'hui et que le vrai sujet est celui du passage à l'action. Et je veux simplement donner un exemple, que d'ailleurs vous développez dans le rapport, qui est celui de notre programmation de lutte contre les dérèglements climatiques, qui a fort bien démarré il y a 15 ans par une grande mobilisation citoyenne qu'on a un peu oubliée, qui s'appelle le Grenelle de l'environnement. Toutes les forces vives du pays sont invitées alors à dire quels sont leurs objectifs à long terme. Ensuite, l'État se saisit de ces propositions dans une loi de programmation en août 2009, la loi Grenelle 1, qui reprend les propositions et les fixe à un horizon extravagant pour nos habitudes politiques, 2050. On est en 2007-2009, c'est-à-dire à 40 ans, plus de 40 ans, on se fixe un objectif. Et cette loi de programmation, elle est votée à l'unanimité des deux chambres, sauf quelques écolos qui trouvaient qu'on n'allait pas assez loin. Il faut retenir que cet objectif n'a jamais été mis en cause par aucune des majorités et il s'est simplement renforcé sur un point en ajoutant à côté de l'énergie un objectif neutralité carbone au même horizon. Et pendant tout ce parcours-là, la société civile reste dans ce que vous appelez un continuum délibératif, c'est-à-dire qu'elle reste mobilisée. Et dans le champ que je connais le mieux, celui du bâtiment et de l'immobilier, une action permanente est entretenue pour faire une interaction avec l'État. Je termine pour vous dire les deux failles. Donc tout ça se déroule, à mon avis, assez bien. Et on a le même exemple en ce moment où, sur l'invitation du Parlement, l'ensemble des sphères de l'activité économique du pays sont en train de travailler sur la décarbonation de leur activité. Donc on sait faire cela. Les deux failles, c'est celle qu'Olivier Véran signalait en fin de son intervention. On est fou, alors il ne l'a pas dit, moi j'emploie le mot, on est fou de penser que cette délibération, elle peut conduire à une action verticale qui est portée par l'État, qui est identique sur tous les territoires. C'est de la folie. Bon, de penser cela, et si on est aussi mauvais, c'est parce qu'on continue à le penser. Donc, premier sujet, il faut donner la main aux collectivités. Deuxième sujet, il faut expérimenter avec des formes de mobilisation qui peuvent être à l'initiative d'une intercommunalité, à l'initiative du paritarisme. Il y a des ressources pour, en somme, faire que cette délibération plutôt réussie se traduisent dans l'action dès lors que l'État a compris que son rôle cesse et qu'il doit passer la main pour l'action. Merci pour votre intervention. Vous allez passer le micro juste derrière vous. Une réaction après la deuxième. Allez. Merci beaucoup. Alors, si possible, un petit peu plus courte, les interventions. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre brillante intervention. Yann-Alice Pascal Fressoz, je suis présidente d'une ONG qui s'appelle l'Alliance internationale pour les objectifs de développement durable. Et nous avons organisé avec Dominique Valk un colloque avec un collectif LUEDD sur le thème l'agenda 2030 au cœur des territoires. Les élus face à une décennie critique. Votre analyse montre tous les enjeux, en fait, les problématiques liées à un fonctionnement en silo. Aujourd'hui, on peut dire que politiquement, on ne s'empare pas du tout de l'agenda 2030, alors qu'il permet de répondre à un certain nombre d'enjeux, de difficultés que vous avez mentionnés.
Ma question est de savoir déjà comment, au niveau des territoires, on pourrait organiser des concertations, faire en sorte que les conseils de développement puissent organiser avec les préfectures des concertations. Quel avenir pour 2030 ? Quel agenda 2030 sur mon territoire ? Et puis, quels sont vos interlocuteurs au niveau gouvernemental pour pouvoir appuyer justement cet agenda 2030 des Nations Unies, les ODD ? Merci beaucoup. Alors, je vous laisse une réaction aux deux interventions. Réaction peut-être plus que réponse. Oui. Alors oui, sur le fait qu'on sache faire, on sait faire plein de choses. Et ça, je suis absolument, et c'est complètement le cœur de ce qu'on raconte dans le rapport sur un certain nombre de dimensions. On sait organiser des délibérations, on sait planifier. On sait produire des documents qui réalisent des programmations sur 10, 20 ou 30 ans, plus généralement 5 d'ailleurs, on y reviendra. On sait évaluer à l'aune de nouveaux indicateurs comme les nouveaux indicateurs de richesse ou les ODD, mais comme vous le dites, on ne le fait pas, on ne passe pas à l'action, ou en tout cas on le fait sans que ça ne conduise à des évolutions de l'ampleur qui sont celles dont on a besoin aujourd'hui. Et il y a plusieurs enjeux derrière ça. Il y a ce que vous avez souligné, il y a effectivement la nécessité d'être dans un rapport aux collectivités et aux territoires qui est inversé, ou en tout cas qui évolue énormément dans sa verticalité. La question de la verticalité est un des enjeux qu'on soumet à la critique d'ailleurs dans le cadre du rapport, à la fois à l'égard des collectivités, mais aussi dans le rapport aux citoyens. Les questions d'expérimentation sont aussi fondamentales, à condition de les évaluer et de mettre en place, parce que de la même manière, on sait expérimenter. Ce qu'on sait moins faire, c'est une fois qu'on a expérimenté, évaluer, continuer lorsqu'il faut continuer, ou arrêter, et ce qu'on ne sait pas toujours faire non plus, lorsque il est nécessaire d'arrêter, puisque les évaluations sont finalement négatives ou peu probantes. Et donc c'est cette capacité-là à évaluer en continu les politiques qu'on met en place pour se remettre sur des rails quand on dévie, est probablement un des sujets sur lequel on sait le moins faire. Pour le coup, on sait le moins faire, et où là on a vraiment des efforts de créativité et de réflexion sur la fabrique elle-même à engager. Et c'est pour ça que nous on est très attachés à la planification. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, à notre sens, penser la planification comme un exercice qui fixe une politique, surtout dans les temporalités, encore une fois, dont on parle. Quand on parle de décarbonation, vous l'évoquiez, on parlait de 30, 40 ans. On ne va évidemment pas fixer un objectif à 40 ans avec une déclinaison sur 40 ans de l'ensemble des politiques sectorielles et territoriales, en imaginant qu'elles ne vont pas bouger pendant les 40 ans à venir. Ça serait non seulement illusoire, mais même pas souhaitable. Parce que reparlons de la question démocratique, la question de comment est-ce qu'on pense une politique à 30 ans tout en respectant le fait que les grandes orientations, elles sont remises à juste titre dans les mains des citoyens à l'occasion des élections tous les 5 ans, est une vraie difficulté démocratique. Mais pour revenir à cette idée de planification et d'outillage, ce qu'il faut qu'on arrive à construire, c'est justement des modalités de retour à la trajectoire quand on est obligé de s'en écarter pour des raisons géopolitiques, de changement climatique, etc. Et donc, dans cette construction-là, l'impératif d'une remontée des territoires et des citoyens, elle est absolument fondamentale. Elle est absolument fondamentale. Il reste que on a quand même besoin, nous semble-t-il, d'une coordination
qui s'opère sur l'ensemble du territoire pour garantir, encore une fois, non pas que descendent des décisions nationales non adaptées au territoire, mais pour garantir que tout le monde tire dans le même sens et que les stratégies et les plans territoriaux et les politiques territoriales contribuent ensemble à des trajectoires collectives. Un mot rapidement pour répondre à la deuxième question, peut-être juste sur la première, la nécessité vraiment de redonner la main au local et aux collectivités. Oui, on en est convaincu aussi. Alors juste un point sur le rapport et ce rapport aux collectivités. La raison pour laquelle j'en ai peu parlé, malgré le fait d'être dans cette instance, c'est que ce rapport est délibérément, parce que c'est une première étape, situé au niveau de l'État central, globalement, avec évidemment, tout en rappelle régulièrement que tout ça doit se faire en collaboration, en coordination avec les collectivités, mais on a peu traité techniquement encore, enfin plus que techniquement, même politiquement de la question, et donc les enjeux territoriaux de la soutenabilité, à la fois sur ce que ça veut dire au niveau territorial, les questions de conflit de soutenabilité, mais surtout quelle devrait en être la gouvernance. On est en cours de réflexion, et ça nous semble d'autant plus évident et d'autant plus indispensable que l'essentiel des compétences dont nous parlons sont d'abord des compétences territoriales. Alors très rapidement sur répondre un peu plus à Madame sur la partie. Alors sur l'agenda 2030, ça fait évidemment partie des outils des instruments qu'on cite comme ceux qui devraient permettre ces alignements et les trajectoires qu'on appelle de nos voeux. Donc on n'a pas, nous, de travail de lobbyiste particulier de l'agenda 2030 auprès du gouvernement, mais en revanche, juste pour redire que voilà, ça fait partie de ces instruments qui existent, qui sont sur la table et qu'on ne sait pas brancher dans le circuit de la décision politique et sur lequel on fait un certain nombre de propositions. Alors, comment est-ce que nous, on intervient auprès du gouvernement là-dessus ? En écrivant des rapports, en les diffusant, en faisant ce qu'on est en train de faire là. Et il se trouve, et ça vous a probablement pas échappé, que ce rapport est sorti à un moment. Alors, c'était pas gagné, mais ça s'est fait comme ça, où ces enjeux de planification, d'institutionnalisation de la planification auprès du Premier ministre et de continuum démocratique se sont posés largement, avec à la fois la création du SGPE, la création du CNR. On va voir comment tout ça s'articule. Mais en tout cas, on contribue à animer à la fois le débat public et l'action gouvernementale par des recommandations qui sont celles qu'on fait dans le cadre de ce rapport. Merci beaucoup. On vous libère, Johanna Baras. Merci de nous avoir fait cette présentation.